Et en fait, ouais, j'ai beaucoup de mal à dépenser de l'argent pour moi si j'estime que ça ne me... qu'entre guillemets, ça ne m'apporte rien, si ce n'est du plaisir. Et... Si ce n'est du plaisir. Oui, c'est ça, c'est genre, ce n'est pas assez, tu sais. Oh là là. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Ok. Comment je t'appelle alors ? Eh bien, tu peux m'appeler Sandra ou Sandro. Sandra ou Sandro. Ouais. Pourquoi est-ce que il faut que je t'appelle Sandra ou Sandro ? Bah, Sandra, c'est mon prénom. Mm-hmm. Donc, je crois que les gens s'appellent coutumièrement par leur prénom. Pourquoi tu t'es fait appeler Sandro ? Sandro, c'est le nom de mon entreprise. Enfin, c'est mon nom de... Comment ça s'appelle ? Mon nom d'artiste, en fait. Ouais. Voilà. Comment ça s'appelle ? C'est aussi mon surnom. Mes amis m'appellent Sandro. En fait, je sais pas trop ce qui est arrivé en premier. Peut-être que c'était mon pseudo et de ce fait-là, mes amis ont commencé à m'appeler Sandro. Mais je crois qu'on m'appelait déjà Sandro. D'accord. Et que je me suis dit, je vais en faire mon pseudo, mon nom d'artiste. Ok. C'est parce que tu viens du Nord ou pas ? Alors non, mais j'adore dire ça. Parce que pour les gens qui savent pas, dans le Nord, généralement, on prononce les A de façon très plate. Si bien qu'assez rapidement, Sandra peut devenir très vite Sandro. Et oui, et alors ça, j'adore. Et j'adore m'inventer justement des origines du Nord. Ok. Je venais de Dunkerque. Très bien. Bah non, mais en fait, je viens d'Île-de-France et je trouve que c'est un peu nul. Boring. Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, les gens détestent les gens d'Île-de-France. Ah bon ? Bah c'est des Parisiens en fait. Les gens détestent les Parisiens. Bah, pour moi, l'Île-de-France et Paris, c'est pas pareil. Ah bah alors, je suis complètement d'accord avec toi. Les gens ne savent pas en dehors de Paris, c'est ça que tu veux dire ? Bah c'est ça. Et en fait, figure-toi que moi, je viens du sud-sud. Du sud de l'Essonne, quoi. Je viens du sud. Et en fait, c'est terrible parce que pour les Parisiens, je suis même pas une banlieusarde, tu vois. Oui. Je suis genre une meuf de la province. Et pour les gens de la province, je suis une Parisienne. En fait, tu vois, je suis dans cette zone de non-droit. Le no man's land. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, je me dis, mais en fait, moi, je trouve ça super, Lille. J'adore venir de Lille. J'adore habiter à Lille. Du coup, je serais fière de dire que je suis lilloise et voilà. T'as besoin d'une identité, quoi. Ouais, c'est ça. T'aurais pu dire que t'étais bretonne. C'était encore plus simple. T'aurais eu encore plus de copains. Bah ouais, mais là, pour le coup, je peux pas trop m'y associer, quoi. Ok. Donc voilà. Donc Sandra, tu es donc Sandro, donc tu es donc illustratrice jeunesse. Ouais. Tu m'as envoyé un mail il y a quelques temps intitulé Artrepreneuriat. Ouais. C'est un vrai truc ? C'est un vrai truc, ouais. Ouais. Ok. 2 points. Vivre de passion et d'eau fraîche. Ouais. Je crois que c'est un peu de ça dont on va parler. Ouais. C'est ça. C'est un vrai truc, l'artrepreneuriat. D'où ça vient ? Eh ben, ça vient justement des entrepreneurs qui essaient de monétiser leur création artistique. Ok. Donc voilà, c'est le concept de je suis créateur en général artistique.
Donc, Ça peut être plein de J'en ai choses. jamais entendu parler. C'est vrai? Bah ouais, c'est sur LinkedIn. Pardon, j'adore les gens de LinkedIn, c'est faux. Je pense pas, enfin j'en sais rien parce que moi je côtoie pas du tout LinkedIn, mais en tout cas ouais c'est un vrai truc. Ok. J'avais jamais, tu vois, c'est trop marrant. Donc donc l'idée c'est un mot pour désigner les artistes qui décident d'en faire finalement une activité entrepreneuriale. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu as la sensation que c'est un terme qui a été inventé pour mettre un peu plus la notion d'argent et la notion d'activité finalement entrepreneuriale et peut-être la notion de business autour d'une activité artistique et de pas en faire peut-être juste un truc qui soit un peu moi je suis artiste, je suis un être éthéré et je vis dans les nuages et je n'ai pas besoin d'argent quoi. Bah je pense que c'est ça. Okay. Je pense effectivement que c'était pour ramener une dimension d'entreprise à l'artiste en fait. Puisque en fait en France tu ne peux pas à ma connaissance être artiste sans être entrepreneur. Pourtant, on a vraiment cette idée que l'artiste, voilà, il est au-dessus, quoi. Il vole, il a pas trop de factures à payer, il crée, quoi. Il crée, tu sais, c'est un peu un truc genre un homme mi-dieu, enfin, on sait pas trop en fait, mais par contre, il est au-dessus de tout ça, quoi, l'artiste. Et je pense que effectivement, la notion d'entrepreneuriat, c'est vraiment pour dire, bah non, en fait, c'est aussi un entrepreneur. Et puisque tu es entrepreneur, comment tu développes ton entreprise artistique? Trop intéressant. Donc toi, t'es illustratrice jeunesse, hein, je crois pas l'avoir précisé jusque-là. Tu fais ça depuis longtemps? T'es au début de ta carrière d'illustratrice jeunesse. Et d'ailleurs, tu te définie comme illustratrice jeunesse professionnelle. On va en reparler après, mais je crois que ça a une vraie importance pour toi. Ah bah oui, moi oui. Alors, j'ai ouvert ma boîte en 2018. Ok. Mais avant, je faisais ça vraiment comme ça, une fois de temps en temps, parce que en fait, avant, je faisais du cinéma d'animation. Ok. Et de temps en temps, on me disait, tiens, ce serait vachement bien que tu fasses ça pour nous, ça, il y a ça. Et du coup, j'ai ouvert ma boîte en me disant, bon, je veux faire des petites prestas à côté. En 2020, il me semble, j'ai fait mon premier livre, j'ai signé mon premier contrat d'édition. Et je crois que c'est en 2021 que je me suis dit, bah là, maintenant, j'en fais mon activité principale. C'est un truc que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça fait 2 ans que je fais que ça. Ok. Voilà. C'est ton job. C'est mon job. Ok. D'où la notion de professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je fais pas ça à côté. Et en fait, je précise ça parce que y a énormément d'artistes-auteurs qui ont ce statut et qui font ça à côté, en fait. C'est une activité accessoire, en fait, pour eux. C'est-à-dire que j'en sais rien. Un job c'est ça. Un peu plus classique, on va dire, peut-être. Ouais, par exemple, typiquement, pour rentrer dans le cliché, ça va être une institutrice qui côtoie des enfants toute la journée, qui se dit, alors moi j'ai une super idée de livre, et du coup qui va se faire son statut parce qu'en fait t'as pas le choix, et elle va écrire un livre pour enfants, et de ce fait-là, elle sera artiste-auteur. Sauf que elle aura un chiffre d'affaires de 2 000 € en fait. Ouais. Parce que là, son salaire à l'année, ça lui va très bien. Et voilà. Ok, d'accord. Non, mais j'avais l'impression que dans ton mail, Alors, il faut préciser peut-être que tu m'as expliqué que tu m'as écrit ton mail dans un contexte un peu particulier. C'est qu'il était 5h du mat, t'avais une insomnie. T'avais prévu pas spécialement de m'envoyer ce mail, en tout cas peut-être un de ces jours, quoi, c'est ça? Ouais, et que ce mail, apparemment, il a coulé. Tu te souviens même plus trop de ce que t'as raconté dedans. Ouais, et en plus, je l'ai écrit sur mon petit écran de téléphone. Tu sais, donc sur ton écran de téléphone, tu vois, je sais pas, les 5 dernières lignes, et puis après, tu vois ton clavier. Donc du coup, j'ai même pas relu, quoi. Ouais, ok. Et donc il y avait un peu un côté, en fait, souvent les gens qui font ça un peu à côté, ils ont aussi moins d'exigences en termes d'auteur, quoi, vis-à-vis des maisons d'édition. Et donc peut-être ils flinguent aussi quelque part le business, ou en tout cas la capacité pour toi d'aller négocier un chiffre d'affaires. Ils cassent un peu le marché, quoi. Complètement. Ça, c'est vraiment... C'est presque le combat de ma vie, quoi. C'est un vrai truc pour toi? C'est un truc que tu constates vraiment beaucoup? Terriblement. Je suis désolé, je vais te poser des questions à la con parce que je connais pas du tout. Avec plaisir, moi j'aime bien parler de ça. Ouais, c'est franchement terrible. Effectivement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'en fait c'est une chance d'être édité. Et tu vois, il y a encore pas longtemps, j'ai rencontré un mec, lui il était ingénieur en plus. Et on parlait parce que lui, du coup, il me disait ça. Pourquoi tu dis il était ingénieur en plus? Parce que... J'ai senti un petit dédain dans le en plus. Non, parce qu'en fait,
Genre l'instit, elle a le droit, elle, la Non, prof non, des non, écoles, non. là. Alors non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens, en fait, je vais t'expliquer. Il me disait que lui, il était ingénieur parce que, en fait, c'était un peu ce que tout le monde attendait de lui. Il Ouais. était devenu ingénieur. Et lui, sa passion, c'était de faire de la BD. Et du coup, il m'a dit, là, j'ai sorti mon premier roman graphique qui a été publié, etc. Et du coup, je lui ai parlé de ma petite carrière d'illustratrice. Et c'était trop marrant d'ailleurs. Il m'a dit, ah ouais, j'ai regardé ton site, en fait, t'es une vraie illustratrice, quoi. J'ai dit, oui. Bon, bref. Et du coup, alors qu'est-ce que je te disais On parlait de sous. Ouais. Ah oui, c'est ça. En fait, je lui ai dit, et donc du coup, t'as bien négocié ton avaloir, tout ça, tes droits. Et il me fait, oh, bah tu sais, moi j'étais déjà tellement content qu'on m'édite. J'ai dit à la maison d'édition, vous savez, moi j'ai pas de problème avec l'argent. Je suis ingénieur. C'est pour ça que je te disais ça. En plus, il est ingénieur. Je suis ingénieur, j'ai pas de problème avec l'argent, donc l'avaloir, j'en veux pas, quoi. Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, il faut que tu penses à tous ces gens qui sont comme moi derrière et qui triment en fait pour négocier les avaloirs, parce que moi j'en ai besoin de cet avaloir. Et il me disait, bah ouais, mais en fait, genre chacun son combat, quoi. Ah ouais, en plus. Ah ouais, pas sans du tout de douter. solidarité. Ok. Je me suis dit, bon. Alors l'avaloir pour les gens qui ne l'ont pas, parce que je suis pas sûr que ce soit un terme très Ouais. connu, c'est une avance que te file l'éditeur, c'est ça? C'est une avance sur droit finalement. C'est une avance sur droit et en fait, j'ai même appris il y a pas longtemps qu'on ne devrait pas utiliser ce terme-là. On devrait utiliser le terme de minimum garantie parce qu'en fait, c'est une obligation de la loi, c'est-à-dire que l'éditeur nous paye cette somme et il ne peut pas la reprendre. Et c'est cette notion de minimum garantie en Ok. fait. Donc, Bon, généralement, ils te reprennent pas l'avaloir. En gros, s'ils t'ont filé 3 000 euros d'avance sur droit d'avaloir et qu'ils se remboursent pas sur les 3 000 euros, ils vont pas te les reprendre. non, ils ne peuvent pas te les Ils ne peuvent reprendre. pas, oui. Mais tu vois, moi j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je pensais que c'était... Moi, je le faisais inscrire dans mes contrats jusqu'à présent. Je faisais écrire que mon avaloir m'était dû et qu'il était non remboursable. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait, ça servait même à rien de l'inscrire dans mes contrats puisque de toute manière, il n'était pas remboursable. Ok. Bah, j'imaginais Mais, même pas, tu vois. Pour moi, c'était vraiment une avance. C'est une avance. Une avance, mais d'un autre côté, donc c'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne vont pas te rendre quand si jamais tu vends suffisamment de bouquins, en tout cas sur la première partie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, pour le coup, je sais que je te l'ai écrit dans mon mail. Je pense que j'ai dû t'écrire que je vivais à crédit avec les éditeurs. Parce que justement, je parlais de cette histoire d'avaloir. Et en fait, du coup, c'est faux. Je ne vis pas strictement à crédit parce que je ne dois pas leur rembourser cet argent. Ah oui. Ça change un peu Voilà, l'état c'est ça. d'esprit. Par contre, effectivement, c'est-à-dire que si je touche un minimum garanti ou un avaloir de 3 000 euros, je dois générer 3 000 euros de droits d'auteur pour qu'ensuite je commence à percevoir mes droits d'auteur. C'est dans ce sens-là où en fait on dit qu'on vit à peu près à crédit, mais le terme est galvaudé quand même. Oui, c'est ça. Et puis surtout, moi j'aime bien faire attention désormais au terme, hein, tu vois, et de dire je vis à crédit. Non, tu vis pas à crédit. Voilà, c'est ça. Vis. C'est Déjà ça. pour commencer, parce que c'est sûr qu'il y a un peu un côté épée de Damoclès, sinon quoi. Bah ouais, clairement. T'as pas d'épée de Damoclès finalement au-dessus de toi. C'est quand même vachement bien de s'en rendre compte, je crois. Pourquoi tu m'as écrit Vive de passion et d'eau fraîche? Alors ça parce que c'est vraiment en fait c'est quasiment la première chose qu'on me dit tout le temps. Mais vraiment, tu vois, dès que je me présente, je dis bah voilà, je suis illustratrice jeunesse. Ah, c'est super, c'est magnifique, c'est génial. Des fois, on me pose une question ou deux. Alors, est-ce que tu écris? Est-ce que tu illustres? Quel type d'âge? Et très très vite, dès que les gens se sentent suffisamment en confiance, mais ça, en général au bout d'une minute, et tu as envie, et tu t'en sors, et tu gagnes bien ta vie tout le temps. Mais je te jure, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu réponds? En général, je réponds. J'adore répondre ça en plus, parce que c'est flou. C'est très très flou à souhait. Et pourtant, les gens se font plein de projections. Je réponds, je paye des impôts. Et alors, parfois, il y a des gens qui disent rien. Mais souvent, les gens me disent « Ah ouais, donc en fait, tu t'en sors pas trop. » Ok. Et moi, je me dis « Mais c'est quand même génial parce que j'ai rien dit avec cette phrase. J'ai juste dit que je payais des impôts. » Parce que tu réponds pas. Ouais, mais tu vois, en fait, ça veut dire que je gagne suffisamment d'argent pour payer des impôts, Oui. ce qui ça veut dire que je gagne quand même plus que le SMIC. Ouais. Et pourtant, les gens se font tout un tas de projections. Ils se disent « Ah, ouais, donc en fait, j'avais raison. Hein, vraiment, t'es pauvre, quoi. » Enfin, vraiment, tu gagnes pas d'argent.
Et quid de leur dire ça me donne suffisamment pour pouvoir payer toutes mes factures? En fait, je trouve que... Ça fait chier? Non, c'est Ok. qu'en fait, je trouve qu'elle est déplacée, cette question. Mais pourquoi? T'écoutes Histoire d'argent, tu me disais? Bah ouais, mais en fait, C'est je trop me bien dis... de parler d'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je viendrais jamais voir quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui me dit, je sais pas, je suis boulanger, et moi, je lui dirais, ah ouais, super, et du coup, t'as envie? Bah... Ouais, enfin, moi je pars du principe que ça se passe bien, à part si les gens me disent que ça se passe pas bien. Et du coup, enfin, ce qui me rend dingue, c'est que je te jure, tout le monde me pose la question, quoi. Mais aussi bien dans mon cercle privé. Moi aussi, hein, tout le monde me pose la question. C'est vrai. Toi, tu fais des podcasts, pour tout le monde, c'est un hobby, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est exactement Mais ça. c'est normal, c'est pas... Si tu veux, c'est pas un métier normal. C'est-à-dire que c'est pas un métier où c'est pas comptable, quoi, tu vois. Ouais. Mais enfin, j'imagine, je sais pas si tes parents sont, on va parler de ton histoire d'argent, mais je sais pas si tes parents sont eux-mêmes artistes. Mais moi, je Non. sais pertinemment que mon daron, il était comptable et c'est pour ça que je parle de ça. C'est quand je lui ai dit que j'allais faire de la communication, il m'a dit, mais c'est pas un métier, ça, tu vois. Mmh. Et pour lui, c'était juste, ok, bah, il va faire un truc, il va faire des hobbies, quoi, tu vois, il va Ouais. s'amuser un peu. Parce que pour lui, c'était pas un vrai métier. Et tu vois, pour moi, ça rentre un peu là-dedans. C'est-à-dire que forcément, c'est pas un métier, c'est un hobby. Et la preuve, tu vois, tu dis que bah il y a plein de gens qui le font en hobby en plus, Ouais, mais c'est ça. des gens qui ont des vrais métiers entre guillemets. Donc forcément, les gens ils projettent ça dessus. Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est que... Pourquoi tu le prends mal en fait, tu vois? Parce que pour moi, c'est au contraire, c'est une question curieuse. Enfin, c'est une question qui permet d'ouvrir une discussion trop intéressante. Ben, je le prends Un petit peu mal quand même. un petit peu mal. Oui, c'était pas... Je le prends un petit peu mal quand c'est dans le cadre pro. Tu vois, à la limite, quelqu'un que je rencontre dans ma vie perso qui me pose la question, bon, allez, je veux bien, je te parle de mon métier que tu connais pas, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un dans ce cadre-là, pas de problème, je t'explique. Tu vois, la semaine dernière, j'étais au salon de Montreuil, le salon du livre jeunesse. J'ai rencontré non pas mon éditrice, mais une éditrice qui travaille dans ma maison d'édition. Et pareil, elle m'a posé cette question. Es-tu en vie? Et je me suis dit, mais c'est quand même osé, quoi, parce que elle sait, elle, en tant qu'éditrice, combien est-ce qu'elle paye ses auteurs. Et en fait, ce que je trouve déplacé, c'est que, en fait, c'est une réalité. Les artistes-auteurs sont précaires et vivent sous le seuil de pauvreté, en tout cas pour un tiers des artistes-auteurs, et 50% vivent au SMIC. Et Sandra, elle a taffé ses chiffres, hein. Attention, elle vient pas pour rigoler là. Mais en fait, t'as raison, ouais, t'as vraiment, raison pour de moi, le dire. c'est presque un combat militant, en fait, de me dire que, enfin, de sensibiliser les gens à ça, sur le fait que, à la fois, c'est un métier, donc en fait, moi, je fais tout pour gagner mon argent, et voilà, en vivre. Non. Oui, je vois tes gros Gagner de yeux, je l'argent. l'ai dit exprès. Oui. Ça me trigger mais de plus en plus. Et, oui. Oui, tu disais que tu faisais tout pour gagner ton argent et en fait, c'est un peu déplacé de la part d'une éditrice de... Bah, en fait, c'est que les éditeurs participent, malgré eux ou pas, à la paupérisation des artistes, en fait, des artistes-auteurs. Oui, ou pas. Parce que je crois qu'il y a un vrai truc aussi où, comme tu le dis, vivre de passion et d'eau fraîche, je crois que c'est compliqué aussi et franchement, je suis le premier à m'être auto-blâmé de quand tu fais un métier de passion, si tu as un rapport à l'argent qui est pas tout à fait fluide, c'est hyper simple de venir le repousser et de dire non mais moi ça va, je m'amuse. Si on t'a appris pendant toute ta vie que en fait le travail c'est difficile. Après tout, le travail, je vous rappelle hein, que ça vient de Tripalium, hein, qui est quand même un instrument de torture. Hein. Ouais. Et si on t'a appris ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et tu vois, je l'ai eu dans Histoire d'argent, pour plein de gens pour qui c'est un métier passion, ou dans le care, tu vois, dans les métiers du care ou les gens qui doivent prendre soin, bah, c'est souvent difficile. Et je sais aussi qu'il y a plein d'artistes qui ont un peu tendance à mettre un peu cet aspect-là de côté. Et ça contribue un peu finalement à tout le système, quoi. À alimenter tout le système. Bah, tu vois, en fait, justement, quand on parlait d'entrepreneuriat, moi, c'est intéressant. Putain, franchement, je connaissais pas ce truc. Je croyais vraiment que tu l'avais inventé. Ah non. Trop intéressant. Bah, tu vois, moi, j'ai vraiment cette idée où je me dis, en fait, bah voilà, maintenant, j'envisage mon activité artistique comme une entreprise. Donc, je vais essayer de la faire croître. Comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires. Et en fait, tu vois, je suis vraiment dans une logique de bah voilà, c'est ma boîte, j'ai envie qu'elle tourne. Et autour de moi, on me renvoie constamment le fait que
bah voilà, je suis un peu une saltimbanque, je suis pauvre, tu vois. Enfin, et en plus, moi j'ai ce truc où évidemment je suis entourée d'artistes ou d'intermittents du spectacle. Donc en fait, je suis entourée de gens qui sont comme moi. Et du coup, en fait, je me rends bien compte que bah oui, c'est une réalité quoi. En fait, pour nous, c'est peut-être un peu plus dur parce que bah effectivement, on n'est pas salarié, c'est difficile de louer, c'est difficile d'acheter. Et puis tu vois, dès que je rencontre quelqu'un, même un parfait inconnu, qui me demande en fait si je gagne ma vie, enfin tu vois, en fait, j'ai l'impression que tout le monde me colle cette étiquette de pauvre. Et moi, je me dis, mais en fait, moi, j'essaye de voir plus loin, j'essaye de penser comme une entrepreneuse pour le coup. Et j'aime pas trop parce que ça fait un peu Startup Nation et tout, mais c'est ça. mais c'est quand même ça, quoi. C'est ça. Faut aussi que tu fasses la paix avec le fait que tu vois, de venir dire, bah, en fait, ça fait un peu entrepreneur, ça fait Startup Nation. Bah ouais, ça fait Startup Nation, c'est OK. Ouais. C'est dur. Pour moi, c'est dur. Ouais, ça, et tu vois, quand tu disais que tu étais entouré d'intermittents, d'artistes, etc., est-ce que tu as la sensation que tous les gens qui sont autour de toi, qui sont artistes, ils sont dans la même démarche de prise de conscience de leur rapport à l'argent? Non. Non. Oui. Est-ce que t'es pas même un peu en minorité? Ah si, clairement. Voilà, merci. Si. C'est quand même important de le dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réfléchir à ton rapport à l'argent? En fait, c'est justement lorsque j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Je me suis vite rendu compte que, tu vois, pour moi, la première année, c'était facile. Donc la première année, c'était 2022, c'était l'année dernière. Pour moi, c'était facile parce que j'avais encore le chômage. Et je savais que j'allais avoir un contrat suffisamment gros pour pas trop m'inquiéter sur mon chiffre d'affaires de 2022. Et après, je me suis dit, l'année prochaine, donc en 2023, je ne prends pas ce contrat, que j'aurais pu refaire. Et c'est quand même un contrat qui m'a assuré, je crois, les 3/4 de mon chiffre d'affaires, tu vois. C'était quoi ton chiffre d'affaires de l'année passée? L'année dernière, en 2022, j'ai fait un chiffre d'affaires de 32 000 euros. Ok. Et je me suis dit, là, le contrat dont je te parle, il m'a rapporté 27 000 euros. Ok. Et je me suis dit, en 2023, je ne fais pas ce contrat. Pourquoi? Parce que c'est un contrat particulier qui m'a demandé de déménager et d'être pleinement concentrée sur ce truc-là pendant 5 mois. Ok. Et je me suis dit, en fait, d'un côté, ça m'apporte énormément d'argent. D'un autre côté, j'en sors, je suis crevée. Ça t'épanouit pas artistiquement? Ça ne m'épanouit pas et en plus, je ne peux rien faire d'autre, quoi. Ok. Donc je me suis dit, voilà. L'idée de te dire, ok, je sécurise une grosse majorité de mon contrat pendant X mois, et après, de ce fait-là, j'ai X mois pour faire autre chose dans l'année, ça t'allait pas trop? Ben, si, j'aurais pu faire ça. Ouais. Mais je crois que j'avais aussi cette idée de challenge où je me suis dit, bah en fait, je sais que j'ai encore le chômage pendant presque 1 an, puisque j'ai eu le chômage 1 an et demi. Là, il s'est arrêté en octobre. Donc je me disais, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que je teste, voir si j'arrive à me dégager un chiffre d'affaires suffisamment conséquent, juste pour avoir un salaire correct par rapport à mon niveau de vie aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, si jamais l'année prochaine, je n'y arrive pas, bah, je pourrais reprendre ce contrat, il n'y a pas de problème. Ok. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, puisque je m'enlève 27 000 euros de mon chiffre d'affaires de 32 000 euros, donc voilà, quasiment, je sais pas, 4/5, quoi. Plus. Je crois. Je me suis dit, voilà, il faut là que je réfléchisse à comment je peux faire croître mes rentrées d'argent. Donc, quels sont les leviers que je peux activer? Comment est-ce que je m'organise? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah en fait, tu as une activité entrepreneuriale, en fait, tu es entrepreneur. Donc, bah, commence à réfléchir comme un entrepreneur. Donc, fais un business plan, donne-toi des objectifs, fais un bilan comptable. Un bilan comptable. Parce qu'en fait, figure-toi que... C'est trop drôle comme tu dis ça. Parce qu'en fait, figure-toi que dans ma profession, donc artiste-auteur, on n'est pas obligé d'avoir un bilan comptable. Je crois qu'ils se disent que globalement, on est des métiers de gang petit et que en fait, ça peut très bien se gérer sans comptable, ce qui est vrai. Mais à ce moment-là, moi, je me suis dit, bah, je vais le faire quand même, je vais le faire moi. Mais du coup, j'ai besoin en fait de m'intéresser aux chiffres et de m'intéresser à l'argent. J'ai besoin de me donner un prévisionnel, etc. Et voilà, mon objectif. Donc en 2022 pour 2023, c'était d'obtenir le même chiffre d'affaires que l'année dernière, donc 30 000 euros en gros, mais sans ce gros contrat. Ok. Voilà.
Et j'y suis à peu près arrivée. Là, je suis à 25 000. Bah, tu vois, on est en décembre. Ok. Bon, du coup, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Et t'es contente? Bah, je suis contente parce que je me dis, ouais, je suis passée de 5 000 euros finalement? Bah, ouais, c'est ça. De 5 000 De euros 5 que 000 à t'avais eu 25, ouais. à 25. Donc, ouais, je suis assez contente. Ok. Et tu vois, l'année prochaine, donc en 2024, je reprends ce gros contrat qui a diminué entre temps. Donc, maintenant, c'est plus 27 000. Je pense que je vais toucher 17 000. Donc, ouais, ça a changé pas mal. Pour autant de temps travaillé ou... Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça a été les grosses négociations de mes dernières semaines, mais oui. Mais au moins, je me dis, bah voilà, si je reprends cette base de 2023 où j'ai gagné à peu près 25 000 euros, plus je rajoute ces 17 000 euros, je me dis, c'est pas mal. Donc, et tu vas réussir à faire les deux, tu crois? Ouais, bah, j'espère en tout cas. En termes d'activité et de temps passé. Ouais, j'espère, ouais. Okay. Après, faut aussi savoir que l'année dernière, en 2022, donc quand j'ai fait ce gros contrat, après, j'ai pris genre 3 mois de vacances, tu vois. Okay. Alors, je les ai pas pris parce que j'étais tellement épuisée que j'ai dû faire 3 mois de vacances. Je les ai pris parce que j'avais envie de chiller, tu vois. Ok. Donc, c'est aussi pour ça que je me dis, en fait, je pense que j'aurais pu avoir un plus gros chiffre l'année dernière. Dis donc, tu rentres un bon contrat et tu prends 3 mois en vacances, c'est pas très Startup Nation, hein, si je puis me permettre. Hein. Non. Mais t'as raison, hein, franchement. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant de s'intéresser du coup à mon rapport à l'argent, parce que je crois que pendant très longtemps, je me suis dit, bah en fait, à partir du moment où j'arrive à combler mes besoins mensuels, qui sont à peu près, là, tu vois, je me suis augmentée il y a 1 an, du coup, maintenant, je suis à 1 800 euros par mois. Et je me disais, en fait, à partir du moment où je gagne 1 800 euros par mois, c'est cool, quoi. Enfin, du coup, le reste, je m'en fous. Et en fait, de plus en plus, je me dis, bah oui, c'est bien. Mais du coup, peut-être qu'en fait, mes besoins, ils vont augmenter dans les prochaines années. Donc peut-être que ce serait bien de commencer à gagner plus d'argent. Donc comment je fais pour gagner plus d'argent? En sachant que, tu vois, je me rappelle, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avant que je me mette à travailler vraiment, parce que en sortant des études, j'ai pas eu envie de m'y mettre tout de suite. J'ai fait des saisons, je voulais me chercher un peu, enfin bref. Ouais. Et j'étais, il y a une période pendant 1 an à peu près où j'étais à mi-temps barmaid. Et là, je gagnais, je pense, je sais pas, genre 800 euros par mois, tu vois. Et je me rappelle dire à ma mère, bah en fait, tu vois, 800 euros par mois, c'est bien, moi ça me suffit, je mène ma petite vie, c'est cool. Ce qui était vrai à l'époque, tu vois. Et enfin, vraiment, je le pensais sincèrement. Et du coup, maintenant, je me dis, bah là, c'est pareil, avec 1 800 euros, je suis bien. Mais il y a 2 ans, avec 1 600 euros, j'étais bien. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, bah peut-être qu'en fait, je sais pas, dans 2 ans, si je gagne 2002, bah je serais bien avec 2002, et je me dirais, ah bah non, 1800, vraiment, c'était short. Enfin, mais c'est surtout, qu'est-ce qui t'empêche de te dire que tu pourrais aller gagner 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 balles? Bah c'est ça. Mais c'est une vraie question que je te pose. C'est pas une question rhétorique. C'est une vraie question. Qu'est-ce qui t'en empêche? Bah rien. Après, j'avoue quand même que, tu vois, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne dis rien, après t'as fait non en même temps. Je dis ça, mais bon. Bah, en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tout le monde me renvoie en permanence que je suis pauvre. C'est qu'en fait, il y a une partie de moi qui se dit, bah oui, je pourrais très bien aller, je sais pas, peut-être jusqu'à 2005, même ça me paraît possible. Mais pourquoi? Par contre, ça me paraît difficile de me dire, je pourrais gagner plus que 2 500 euros en étant, par mois, net, en étant artiste-auteur. Parce que je ne connais personne qui travaille, en tout cas dans l'industrie du livre, et qui se génère ce salaire-là. Et puis, je te dis, on me renvoie tout le temps qu'en fait, c'est compliqué pour vous, c'est dur. Tu connais personne aujourd'hui dans ton entourage? Ouais. Mais laisse-moi, enfin, il y a quand même des artistes-auteurs qui travaillent dans la jeunesse, qui sont riches. Ouais, il y en a. Il y en a pas mal. Enfin, je veux dire, des succès d'auteurs dans la littérature jeunesse, il y en a plein. Ouais, et puis pourtant, quand tu regardes les chiffres, il y en a pas tant que ça, tu sais, en proportion. Oui, ça j'entends bien. Je te dis juste, il y en a. Oui, bien sûr. Je suis pas en train de te dire qu'il y en a plein. Bah, en fait, c'est que tu vois, j'ai quand même l'impression d'être un peu chanceuse, tu vois, de me dire, bah en fait, déjà, moi, j'arrive à me générer un salaire et j'arrive à en vivre, justement, puisque tout le monde me dit, est-ce que tu en vis? Bah du coup, moi, je me dis, bah j'ai quand même cette chance de pouvoir répondre oui. Donc, je
je me dis, en fait, oui, peut-être que je pourrais gagner plus d'argent. Je vais essayer de faire en sorte de gagner plus d'argent. Mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un seuil que je pourrais pas dépasser. C'est le fameux plafond de verre, ouais. Qui n'est que pour toi. Qui ne t'appartient finalement qu'à toi. C'est pour ça que je travaille ma relation à l'argent, Bravo. tu vois. Non, mais c'est cool. Tu voudras qu'on la bosse un peu ? Ah, avec plaisir. Ça te dérange pas si je te challenge un peu quand non, vas-y. Ok. Mais avant ça, je voudrais bien te poser la première question que je pose à tout le monde, parce que là, on a parlé de plein de trucs. Finalement, c'est trop intéressant parce que c'est une bonne mise en contexte, je trouve. Mais si je te dis argent, qu'est-ce que ça te renvoie ? Qu'est-ce que tu as envie de dire en premier ? J'aime pas dire ça, mais malheureusement, c'est la vérité. Pour moi, l'argent, c'est un... Comment ça s'appelle ? C'est un facteur de comparaison, tu vois, de réussite, d'échec. C'est un peu pas un score, mais ouais, c'est ça, c'est un facteur de je suis mieux que toi ou je suis moins bien que toi, tu vois, c'est vraiment... ouais, c'est ça, quoi. Ok, ça devient d'où, ça ? Même encore là, alors que t'es en train de réfléchir à l'argent, etc. Non. T'es encore là-dedans ? En fait, tu sais, c'est ça qui est terrible, c'est que... tu sais, c'est la différence entre être persuadé et convaincu. Donc en fait, je suis convaincue que non, c'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un gagne plus d'argent que moi qu'il est mieux que moi. Par contre, je crois que j'en suis un peu persuadée quand même, quoi. Ouais. Et tu sais, un jour, je crois que j'avais entendu ça justement dans un de tes épisodes où il y en avait une qui disait que c'était un peu comme les notes à l'école. Que en fait, si t'avais un plus gros salaire, c'était un peu comme avoir une bonne note. Et moi, je crois que je suis un peu là-dedans aussi. Ok. Quoi. Ouais. Ok. Donc t'as l'impression de pas avoir une bonne note ? Ou en tout cas, ça dépend un peu dans quel milieu tu te mets. C'est ça, voilà. Quand je me place, parce que des fois je regarde ça, tu sais, genre le revenu médian de la population. Quand je me place là-dedans, je vois que je suis soit pile au milieu, soit un chouïa en dessous, tu vois. Et donc quand c'est comme ça, je me dis, fais chier, tu vois. Mais par contre, quand je regarde dans mon microcosme d'artiste-auteur et tout, je me dis, c'est pas mal. Après, voilà, quand je pense à tous les entrepreneurs, je me dis, non, c'est pas terrible. T'aimerais bien gagner plus d'argent ? Ouais, j'aimerais bien gagner plus d'argent. Ça se sent. Mais en même temps, t'es là, mais 8 ans, c'est bien. Tu vois, il y a un truc un peu dissonant, j'ai l'impression. Mais ça, tu vas voir, je sais pas si ça va ressortir dans ce podcast. Ça va ressortir. On est parti pour. Oui, bien sûr, c'est vraiment le... En fait, mon parcours et ma façon de penser n'est que ambivalence, quoi. J'ai toujours le noir puis le blanc tout de suite, ça vient se contrebalancer en permanence. C'est super, parce que c'est exactement ce qu'on travaille quand on travaille d'une manière générale sur le rapport à l'argent, c'est que c'est important d'accepter le noir et le blanc en même temps, les deux polarités, tu vois, parce qu'en fait... le jour n'existe pas sans la nuit, le chaud n'existe pas sans le froid, le radin n'existe pas sans le généreux, etc. Et on a tous en nous les deux polarités finalement tout le temps. Et je crois que l'un des trucs terribles, c'est qu'on a tendance à rejeter celle qu'on veut pas, plutôt que de l'accepter et de se dire ok, c'est bien aussi, quoi, tu vois, on peut faire les deux en même temps, on en reparlera. Mais donc j'ai un peu l'impression que dans ta tête, il y a un peu un truc de non, mais en fait c'est possible de gagner plus d'argent, j'aimerais bien en gagner plus, tu vois, et en même temps dans ton corps limite, tu vois, c'est limite intégré dans ton histoire où il y a un truc de non, mais c'est pas bien, quoi, faut peut-être pas en avoir de trop, c'est chiant. Et tu vois, moi tu vois, tout à l'heure je te disais que pour moi c'était presque au final c'est presque politique pour moi, tu vois, de parler d'argent. Déjà dans mon milieu tout à l'heure, quand tu me disais est-ce que vraiment c'est un vrai truc, les gens qui tirent le marché vers le bas, oui, je t'ai même pas parlé des étudiants. Tu vois, qui sortent d'école et qui se disent ah ouais, super, 200 € pour faire un livre avec plaisir, parce que de toute façon moi je vais pas le déclarer à l'URSSAF et puis voilà, ça va me faire donc oui, en fait ça c'est un vrai truc. Et encore une fois, j'ai perdu le fil. Oui, c'est politique. Oui. Et pourquoi c'est politique? J'ai l'impression que tu milites. Il y a un vrai côté militante par rapport à l'argent. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une partie de moi où je me dis, en fait, encore une fois, tu vois, si je suis blanche et noire, je vais me dire qui gagne de l'argent, c'est les bourgeois. Moi, je n'aime pas les bourgeois, je ne suis pas une bourgeoise parce qu'en plus, je suis une saltimbanque, tu vois, donc de base, c'est en opposition.
Mais d'un autre côté, j'aimerais bien gagner plus d'argent. Donc, est-ce que ça fait moi un salaud de bourgeois? Enfin, tu vois, c'est vraiment... Bien sûr que c'est ça fera, tout le temps, quoi. Ça fera toi une salope de bourgeoise, ça, finalement, si tu gagnes plus d'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles, sans doute, tu le repousses, quoi. Ouais. Ok, bon, on va en reparler. Mais c'est très intéressant. T'as ton souvenir en rapport avec l'argent? Un souvenir marquant que tu as? Alors, tu vois, c'est marrant parce que... forcément, comme je te disais, j'écoute le podcast. Donc à chaque fois, quasiment, j'ai un souvenir différent qui me revient. Et je pense quand même que, puisque ta question, c'est le premier... Marquant. Non, un marquant. Je me rappelle que mon père a toujours beaucoup de petites pièces, beaucoup de monnaie, parce qu'il allait chercher le pain, donc toujours plein de monnaie. Et on avait en bas, à l'endroit où on mettait les chaussures, une tirelire avec une tête d'éléphant, et au bout, c'était une chaussette. Donc tu sais, une tirelire que tu ne peux pas ouvrir. Ok. Une tirelire où du coup, lui, il mettait tous les jours ces petites pièces là qu'il avait dans sa poche. Et comme c'est une chaussette, elle pesait de plus en plus lourd. Tu sais, ça faisait vraiment quelque chose. Elle était pendue au mur. Et moi, je me disais, mais elle va tomber, cette chaussette, elle est énorme. Et je crois que j'étais fascinée par cette chaussette qui se remplissait. Et je me disais, mais elle va craquer. Et puis en plus, on peut même pas retirer parce que, tu sais, ça rentre, mais ça peut pas sortir, quoi. Elle était cousue. Et je crois qu'en fait, pour moi, c'était une grande richesse, quoi, tu vois, de voir cette chaussette se remplir. Et puis une grande fascination aussi, parce que en fait, enfant, moi, je n'avais pas d'argent, parce que mes parents, mon père surtout, puisque c'était mon père le tenancier de l'argent, mon père me disait tout le temps, non, tu n'auras pas d'argent de poche, tu n'auras pas d'argent, dès que tu as besoin de quelque chose, tu le demandes. Et de ce fait-là, c'est vrai que j'ai jamais manqué de rien. Mais en fait, pour moi, l'argent, c'était presque un trésor, quoi, tu vois, un truc où, en fait, du coup, quand j'en avais, je le chérissais, quoi, tu sais. Pareil, j'avais une petite tirelire dans ma chambre, et je remplissais des petites pièces que je pouvais gratter à gauche à droite. Et des fois, mon plaisir, c'était d'ouvrir ma tirelire et de compter mes petits sous. Et tu sais, j'étais contente, je me disais, il y a 2 mois, j'avais 9 €, maintenant j'en ai 10. Et vraiment, j'étais contente, quoi. Et je crois que j'ai vraiment ce truc-là, ouais, de là ça grossit et c'est bien. Alors que je savais pas quoi en faire, tu vois, mais j'étais contente parce que c'était un objet rare et précieux, quoi, pour moi, ces pièces d'argent. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents, ou qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? D'où ils viennent? Pour expliquer un petit peu. Alors, mon père vient d'une lignée d'entrepreneurs. Mon grand-père a une boîte de comment ça s'appelle, de jardinier paysagisme, qui fonctionne très très bien. J'ai cru comprendre qu'il l'avait revendu il y a quelques années, plusieurs millions d'euros, donc globalement ça avait l'air d'aller. Mon père n'a pas voulu reprendre cette boîte, donc il s'est expatrié, il a monté sa propre entreprise de paysagisme aussi. Donc en fait, mon père a toujours été entrepreneur aussi, donc voilà, paysagiste. Mais donc de son côté. Ouais. Il a fait le même job que son père. Exactement, ouais. From scratch. Mais il a préféré. Ok. Ouais. Vous en avez déjà parlé, ça, ou pas? Non. Pourtant, il y a un truc. Ouais. Trop intéressant. En fait, j'ai de très mauvais rapports avec mes parents. Ah, ok. Et ma mère est comptable de formation. Et lorsque j'étais toute petite, elle travaillait dans l'entreprise de mon père, donc en tant que comptable. Ensuite, ils se sont séparés. Et elle s'est mise à son compte aussi. Et elle est devenue prothésiste ongulaire. Donc, tu sais, c'est esthéticienne, en fait. Ouais. Voilà, elle fait les ongles. Et puis, elle, pour le coup, ça s'est très mal fini, son entreprise, son aventure entrepreneuriale, puisque elle n'a pas fait faillite, mais en tout cas, elle a fini endettée. Et du coup, elle finit sa carrière, puisque maintenant elle est à la retraite, en tant que caissière. Ok. Ouais. Et tu vois, c'est assez drôle parce qu'il y a peu de temps, je me suis rendu compte que moi aussi j'étais entrepreneur comme mes parents, tu vois. Et tu vois, c'était un peu évident pour moi de te dire, bah oui, je sais pas, tes parents ils sont médecins, bien sûr que toi t'es médecin. Mais j'avais jamais eu ce truc de me dire, mais mes parents ils sont entrepreneurs en fait. Tu vois, moi je me disais, mon père il est paysagiste, ma mère elle est esthéticienne. Enfin, tu vois, j'avais pas le truc de, ils ont tous les deux une boîte, donc forcément moi j'ai une boîte. Et d'ailleurs, mon frère. T'avais jamais fait le lien? Non, j'avais jamais fait le lien.
Parce que c'est quand même pas le même rapport au travail. Hein. Ouais, c'est clair. T'as été salarié. J'ai été salarié un tout petit peu, Ok. mais oui. Mais ça permet de voir déjà le rapport au travail qui est pas le même, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ouais, je te jure, j'ai découvert ça il y a... Tu sais, ça m'est apparu comme une évidence un jour. mais il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans. Ok. Et tu parlais de ton frère. Ouais, j'ai un frère et une sœur. Tous les deux ont été commerciaux, en commercial, du coup, dans une entreprise. Et je crois que mon frère était auto-entrepreneur. Et ma sœur, maintenant, est psy. Et il y a peu de temps aussi, elle s'était dit pareil, bah tiens, je vais devenir psy à mon compte. Et c'est à ce moment-là où je m'étais dit, mais en fait, c'est marrant parce qu'en fait, tous les trois, on a eu à un moment, donc eux, ils ont arrêté. Et je me suis dit, bah effectivement, tous les trois, en fait, on a cette fibre de l'entrepreneuriat. Et tu vois, j'ai une amie, là, elle, pour le coup, elle est fonctionnaire, ses 2 parents sont fonctionnaires, et elle me disait, elle, qu'elle avait envie d'ouvrir sa boîte, et que pour elle, c'était pas facile, et je me disais, bah ouais, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai cette chance d'avoir cet héritage, en fait, où, pour moi, ça a jamais été un problème, quoi. Tu vois, à 22 ans, je me suis dit, bah ouais, j'ouvre mon auto-entreprise, y a pas de problème, mais parce que pour moi, c'était, faut que je fasse ça à côté, et puis après, je me suis dit, bon, je ferai ça vraiment plus tard, mais... Ouais, et puis t'as tes parents qui vont pas forcément te renvoyer leur propre peur, tu vois, par rapport à l'ouverture d'une activité. Quand tu démarres jeune comme ça peut être un des trucs qui peuvent te renvoyer et qui peut te freiner, quoi. Ouais, bah après, encore une fois, comme j'ai pas de très bon rapport avec mes parents ne me renvoient pas grand-chose. Ok. Ok. Ok, donc, mais vous parlez plus, ou très peu? En ce moment, je parle plus à mon père. Avec ma mère, c'est compliqué, on parle pas trop. Okay. Et ma mère, pour le coup, elle a toujours été fascinée par le fait que je sois une artiste. Ah, ok. Ouais. Et tu vois, elle m'a toujours renvoyé beaucoup de bonnes choses là-dessus. Tu vois, je te disais tout à l'heure, ces gens qui pensent que c'est des mi-dieux, les artistes. Ouais. Ma mère, elle est complètement là-dedans, quoi. Et tu fais quelque chose de tes mains et c'est incroyable, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, non, ça l'a jamais chagriné que je sois entrepreneuse en l'occurrence, parce qu'elle elle se disait mais c'est génial ce que tu fais, donc forcément ça va fonctionner. Enfin voilà, pour le coup ma mère était assez cool dans ce sens-là, quoi. Ok, très bien. J'étais en train de me demander, et donc d'où ça te vient en fait cette sensation d'avoir finalement assez peu la légitimité, ou en tout cas j'ai l'impression que tu as en toi vraiment, tu disais tout à l'heure un plafond de verre, une légitimité à gagner de l'argent et à aller finalement t'ouvrir à l'abondance, quoi, tu vois. Eh bien, je pense là encore que ça vient donc de mes parents pour le coup, puisque donc mon père donc avait une boîte qui fonctionnait très très bien. Moi je sais pas trop combien il gagnait. Ma mère m'a dit un jour qu'il gagnait 7 000 € par mois avec son entreprise. Je sais pas. Ça me paraît pas aberrant, mais ça me paraît beaucoup quand même. Du coup je sais pas trop. Mais d'un autre côté je sais pas tellement si je peux faire confiance à ma mère, tu vois. Donc bon, peut-être que c'était en tout cas de cet ordre-là. Je pense que mon père a jamais eu de problème avec son entreprise. Elle marchait très très bien, tu vois, sa boîte. A contrario, ma mère a eu énormément de difficultés avec sa propre entreprise. Et moi, j'ai vécu beaucoup plus avec ma mère qu'avec mon père, lorsque mes parents se sont séparés. Et pour le coup, moi, je voyais ma mère, tu vois. T'avais quel âge quand ils se sont séparés ? J'avais 7 ans. Ok. Et puis, plus tard, vers mes 13 ans à peu près, j'ai commencé à vivre quasiment exclusivement avec ma mère. Ok. Et je voyais ma mère, tu sais, quasiment tous les dimanches, mettre toutes les factures sur son lit, compter. Et tu vois, tout le temps, ça revenait, quoi. On n'a pas d'argent, ça marche pas. Et puis, tu sais, je la voyais bosser. Elle partait le matin avec nous pour nous déposer à l'école, donc à 8h. Elle revenait le soir à 21h. Et puis, à côté de ça, elle me disait, on n'a pas d'argent. Et puis, à contrario, quand moi, j'allais chez mon père, donc comme je te disais, mon père avait une entreprise qui fonctionnait. On habitait dans la campagne, donc tu vois, un endroit où ça coûte pas cher, tout ça. Mais on avait une super maison. Et un super terrain, etc. Et ce qui fait que lorsque j'invitais des copines à la maison, tout le monde me renvoyait « Ah mais t'es riche ». Et en fait, j'ai vraiment grandi dans ce truc encore où je me disais mon père est riche et ma mère est pauvre. Et tous les deux, tu vois, ils sont entrepreneurs pour le coup. Et voilà.
J'ai perdu ta question, mais est-ce d'où que ça j'y ai te- répondu? Non, pas tant, mais un peu. D'où ça te vient pour toi, ce plafond de verre? C'était ça ma question. Parce que là, j'entends bien que t'as ta mère qui t'a renvoyé sans doute l'argent c'est difficile et de sortir le grand classique, toutes les factures et puis d'entendre beaucoup, on n'a pas d'argent, on manque, etc. Et à côté de ça, peut-être du côté de ton père, ou si j'ai bien compris, t'étais moins souvent là-bas, il y avait plutôt une forme d'aisance financière et de l'argent, quoi. Ouais. Et tes copains qui te renvoyaient, non mais en vrai, t'as de la thune. Donc d'où me vient ce plafond de verre? Ben... Ton père, il te disait, par exemple, l'argent c'est compliqué? Non. Oui. Non. Et t'as plutôt vécu avec ta mère? Ben en fait, mon père parlait pas d'argent. Ouais. Donc, moi, je voyais que globalement, ça allait. Mais mon père m'a jamais renvoyé dans un sens comme dans l'autre. Il m'a jamais dit, nous, ça va, on n'a pas de problème. Et il m'a jamais dit, ça va pas, quoi. En fait, moi, j'avais que la vie extérieure des autres sur mon père. Donc, mes petits copains qui me disaient, donc de leur regard d'enfant aussi, hein, qui me disaient, waouh, c'est incroyable ta maison. Ma mère aussi qui me disait, ton père, il pourrait payer plus de... comment ça s'appelle là, de pension. Exactement, de pension alimentaire. Ton père a plein d'argent, pourtant ton père ne m'aide pas, etc. Et donc la question du plafond de verre. Non, mais moi derrière ça, je vois de l'injustice, je vois de l'inégalité, je vois finalement de la politique, quoi. Voilà, la boucle est bouclée. Allez, bonne journée. Non, mais c'est ça. C'est que tu voyais ta daronne galérer. Ouais. Et ton père pas du tout galérer. Et après, j'imagine que c'est toujours compliqué de savoir est-ce que ton père payait la pension. J'imagine que c'est pas une discussion que vous avez eue aujourd'hui en tant qu'adulte, quoi. Bah, avec mon père, non. Ma mère n'a pas cessé de me dire que mon père ne payait pas assez de pension par rapport à ses moyens, mais qu'elle, elle voulait pas lui en demander plus parce qu'elle avait cette fierté, tu sais. Merci. Tu vois pas le... Bien sûr, en fait, à partir du moment où t'es dans la... En fait, bon, c'est pas pour juger ta mère du tout, tu vois, mais en fait, à partir du moment où t'es en train de galérer et que t'es toi-même en train de dire, mais je vais pas lui demander plus d'argent alors qu'il en a, parce qu'en fait, j'ai la fierté de pouvoir me débrouiller toute seule, mais en fait, j'y arrive pas, bah, tu crées toi-même la situation dans laquelle t'es, quoi, tu vois. En tout cas, t'es co-responsable. Ouais. Je sais pas à quel point ton père était au courant à quel point c'était compliqué, quoi. Mais le pire, c'est que je suis convaincue que c'est pas vrai, on n'avait pas de problème. Ah. Non. Parce T'as que... pas la sensation d'avoir manqué, toi, quand t'étais gamine? Alors déjà, je n'ai pas manqué. J'ai manqué de rien. Mais tu vois, en fait, ça, je le décrypte aujourd'hui avec mon regard d'adulte. Je pense que ma mère est tellement névrosée sur l'argent qu'elle a passé toute sa vie, toute ma vie, à me dire qu'elle avait pas d'argent, mais qu'elle en avait. Tu vois, il y a quand même... Elle avait peur de manquer? Ah ouais. Mais tu vois, il y a pas longtemps, elle m'a dit au téléphone... Ah bah tu sais quoi, je me suis rendu compte, j'ai retrouvé dans mes papiers, j'ai un compte ouvert, je sais plus, à la BNP, ah mais j'ai 7 000 € dessus. Je me disais, c'est quand même incroyable quoi, tu vois, de te dire qu'en fait, de dire à tes enfants, moi je suis pauvre, ça va pas, etc. Alors qu'en fait, t'en oublies des comptes avec quand même 7 000 € dessus, c'est quand même pas rien quoi. Ouais. Et t'as la sensation toi d'avoir grandi là-dedans et que ça t'a forgé? Ouais, clairement. Et aujourd'hui, en fait, parce que tu vois, tu disais tout à l'heure que c'est la différence entre être convaincu et être persuadé, quoi, tu vois. Comment tu pourrais faire, tu crois, pour t'ouvrir justement à l'idée que tu peux aller gagner 6 000 € par mois si tu veux? Eh ben, tu vois, moi j'ai l'impression que justement la réponse se trouve dans le marketing, dans justement tous les outils qui font que je peux considérer ma boîte comme une boîte et non plus comme un hobby, non pas comme une passion. J'ai l'impression que la clé est là-dedans. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais pas mal de trucs. Je me dis, tiens, peut-être que je me ferais coacher. Mais d'un autre côté, il y a quand même une partie de moi qui se dit, ça va être très Startup Nation, quoi. Macron, il va être content. Ouais, tu t'auto-juges en permanence quand tu le dis. C'est clair. T'as dit marketing avec un truc très négatif, quoi. Mais ouais, mais c'est parce que je te dis,
En fait, dans mes amis, encore une fois, je suis entourée que de gens, voilà. Tout à l'heure, t'as dit saltimbanque. Ouais. Ça en dit long. Mais tout le monde dit ça, en fait, tu vois. Mes propres amis se disent, nous, on est des saltimbanques, on est des prolos, on est précaires. Et puis, tu sais, on passe notre temps à cracher sur la droite et justement sur tout ça, Sur ce que ça projette de la droite. Quoi, bah, c'est ça. Ouais. Et en fait, moi, je me suis ancrée là-dedans en me disant, bah, si j'appartiens à ce groupe-là, moi aussi, je crache sur eux et moi non plus, je veux pas appartenir à ce groupe-là, quoi. Et t'as l'idée que tu pourrais être une saltimbanque en étant très riche ? Non. Tu sais que c'est possible ? Bah, j'essaye J'en connais plein des saltimbanques super riches, moi. Ouais, mais j'essaye de m'en convaincre de plus en plus, mais c'est pas facile. Et tiens, j'ai peut-être une réponse à ta question d'avant. Je crois qu'en fait, ça fait des années que je m'identifie moi aussi comme pauvre. Parce que tu vois, comme ma mère a très mal terminé son aventure entrepreneuriale, quand j'ai fait des études, je suis devenue boursière. Mais boursière échelon 6, c'est le maximum. Ouais. Et à tel point que j'ai reçu une lettre du ministère de la Culture à l'époque qui disait on a créé 2 nouveaux échelons, l'échelon 0 et l'échelon 7. Vous étiez échelon 6, vous passez échelon 7. Enfin, tu vois, c'est te dire que vraiment, il n'y avait pas de thunes, quoi. Ouais. Et là, bah, après, voilà. De ce fait-là, en fait, par contre, j'ai eu une super scolarité parce que j'avais 700 € par mois de bourse. J'avais un logement crous, je vivais à Paris. Tu vois, franchement, j'avais des super conditions. Je me disais, pour le coup, quitte à être pauvre, autant être très très pauvre. Et là, c'était bien, quoi. Ah ouais. Tu t'es pas dit vive la France quand même, on est dans un putain de beau pays. Hein. Bah si, mais tu vois, à côté de ça, je voyais des amis qui étaient pas si riches que ça, mais eux qui étaient échelon 1, et puis tu sais, qui galéraient parce qu'ils avaient 100 balles de bourse par mois, donc les parents devaient se serrer la ceinture. C'est la fameuse classe moyenne. Bah c'est ça. Alors que tu vois, moi, de ce fait-là, je me disais, bah grâce à ma mère, pour le coup, qui ne m'a pour le coup jamais donné un centime, et moi je lui ai remboursé tout ce que... Ah ouais. Ah ouais. Enfin, tu vois, genre, elle m'a payé une voiture pour mes 18 ans et je lui ai remboursé plus tard. Elle m'a jamais... Moi, pendant plusieurs années, je lui donnais la pension alimentaire de mon père aussi, alors que bah, du coup, j'étais étudiante. Ah ouais. Mm-hmm. Ok. Et oui, du coup, pourquoi je te disais ça ? J'aime beaucoup parce que t'as un vrai côté Doris, hein. Tu perds le fil. Ah mais franchement, c'est terrible. J'ai une mémoire en ce moment. Je suis désolée pour tes auditeurs. C'est pas grave, c'est à moi de te ramener. On était en train de parler de... Ah oui, je me suis identifiée comme pauvre. Et tu vois, comme ça fait des années que je gagne pas trop d'argent, et puis en plus j'ai ce vrai avantage pour le coup, quand t'es artiste-auteur, les revenus que tu gagnes aux yeux de la loi sont des droits d'auteur et ce n'est pas un salaire. Oui. C'est-à-dire que ça a son importance aux yeux de Pôle emploi notamment. Donc moi, j'avais des droits à Pôle emploi qui étaient ouverts. Et tu sais, normalement, quand tu gagnes de l'argent, tu dois déduire tes droits Pôle emploi de l'argent que tu gagnes. Oui. Mais moi, non, puisque l'argent que je gagnais, c'était pas un salaire. Voilà, exactement. On en a parlé un peu plus longuement dans l'histoire d'argent avec Navo notamment. Bah voilà. Qui lui, pour le coup, est riche. Oui. Et c'est un saltimbanque riche. Ouais. Incroyable ou pas ? Oui, mais je le connais pas. Ah, ok. Tu vois, il est inaccessible pour moi. Il est inaccessible ? Bah, je pense, ouais. Bah, on va lui un DM. Ouais, mais tu vois, on fait pas le même métier, enfin... Oui. Je sais pas, trouve une autrice de BD jeunesse riche à qui tu pourrais t'identifier et va faire coucou et va dire « Dis donc, j'aimerais bien prendre un café pour que tu m'expliques. » Ouais. Ouais, ça se fait, ça ? Bah, j'ai envie de te poser qu'est-ce que t'as à perdre ? Oui. Non mais sérieux ? Ouais. T'en as en tête ? Non. Ah ouais, à ce point ? Bah ouais. Des auteurs, franchement, des auteurs jeunesse riches. Autant des auteurs, même de la littérature adulte, riches, oui, d'accord. Mais jeunesse, c'est pas un milieu où vraiment où ça coule à flot, quoi. Ok. T'es sûr de ça ? Bah non. Enfin, je veux dire, je sais que je sais bien sûr que ça existe, mais la question c'est toujours, tu sais, est-ce que c'est vraiment l'épine dans la botte de foin, quoi ? Est-ce que ça existe à ce point-là ? Bah, deviens l'épine. Oh. Non mais t'as le droit de te dire bah moi en fait j'aimerais bien devenir l'épine. Ouais, bien sûr. Je suis pas en train de te dire que ça tu vas le faire comme ça en un claquement de doigts, quoi, tu vois, mais
Tu peux aussi, toi, décider de te dire, bah, moi, j'ai envie de devenir l'épine, quoi. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui t'en empêche, encore une fois? Non, moi, rien, mais c'est sûr. Mais en fait, tu sais, t'as toujours ce truc de bah, j'aimerais bien maintenant, est-ce que j'y crois vraiment, quoi? Comment tu fais pour y croire? Bah, là, j'y crois pas. Ouais, non, mais comment tu pourrais. J'ai bien compris. Comment tu pourrais faire pour y croire plus? Je déteste ce type de questions parce que tu sais, c'est genre tu fais pas quelque chose, mais comment tu pourrais faire pour le faire? Bah je sais pas. T'as peut-être ici à mon micro, hein. Tu croyais que j'allais faire quoi? Juste dire, ah bah très bien, bah, merci, bah, bonne journée, hein, à vous aussi, au revoir. Comment je pourrais faire? Je déteste ces questions. C'est nul. Comment je pourrais faire? Je sais pas comment je pourrais faire. Est-ce que déjà tu t'autorises à le penser? Tu t'autorises à te dire, ok, c'est une question que je pourrais me poser. Rien que ça déjà, c'est incroyable. C'est toi qui m'as parlé d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat, c'est très compliqué. D'entrepreneuriat. C'est pas moi, hein. C'est toi qui me parles d'entreprise et tout. Mais j'adore cet aspect-là. Et en fait, à côté de ça, j'ai un peu l'impression qu'il y a... Donc ça, c'est peut-être ton père, tu vois, avec l'argent, l'abondance, etc. Et qu'à côté de ça, t'as ta daronne qui est là. C'est de la merde, c'est de la Startup Nation. Alors non, pour le coup, tout ce qui est politique, c'est pas du tout mes parents. Ça m'est venu plus tard. Non, parce que ça te permettrait de pouvoir gagner de l'argent. Quoi donc? Bah, t'as cette projection sur l'argent que c'est sale. Et que tu vas devenir une saloperie de bourgeoise. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment l'idée que l'argent pervertit, en fait. Ouais. Mais t'as pas encore écouté assez ce podcast. Mais si. Et c'est compliqué pour toi de t'en détacher à ce point? Ouais. Ah ouais? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Parce que tu sais, j'ai vraiment ce truc binaire pour le coup de me dire si tu as de l'argent, t'es à droite. Tu sais. Mais à quoi ça sert mon podcast? Ça fait 2 ans que je le fais, je suis fatigué. Mais tu sais, c'est un travail de longue haleine. Mais je quoi. sais, non, mais en plus je vanne parce que je sais très bien que c'est dur et que c'est long et que c'est compliqué. Et je suis pas en train de dire que c'est. J'ai des gens sur le Discord régulièrement qui me disent, ce salaud de riche là. Et à chaque fois je suis là, les gars, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment. C'est pas aussi, comme tu dis, binaire, quoi, tu vois. Mais je comprends que ce soit. C'est vachement plus simple d'être binaire. Ouais. 0 ou 1. Mais tu te rends compte en fait que t'as la possibilité d'être de gauche et d'être riche? Bah oui, Et de gauche avec plein de guillemets. Ouais, j'essaye d'en faire mon nouveau mantra. T'as vu Mélenchon là, son patrimoine? Dis donc. Ouais, non, mais c'est clair. Il s'en sort bien, le Jean-Luc. Mais tu sais, du coup, moi j'ai un peu cette idée que du coup, est-ce qu'il est vraiment de gauche, quoi, tu vois? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, mais c'est vrai que t'as raison, mais bien sûr, c'est vrai. Comment tu pourrais faire alors pour être de gauche et rester riche? Et je te dis pas qu'il faut que tu t'aies la réponse là, tu vois, mais je trouve ça trop intéressant de te poser cette question. T'as le droit d'être de gauche et d'être riche en même temps. Ouais. Et puis tu vois, il y a pas longtemps, justement, j'écoutais un coaching où il y avait une journée qui était dédiée à l'argent. Et le mec disait, mais en fait, vous avez le droit d'avoir plus d'argent et on n'en a jamais trop. Parce qu'en fait, quand bien même vous auriez tous vos besoins de combler, après vous pouvez le faire ruisseler sur les projets à impact, sur les autres choses qui comptent en fait. Et là, pour le coup, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Parce que moi, je me disais en fait... Tu peux le garder pour toi et te dépenser et aller kiffer. Oui, aussi. C'est qu'en fait, t'es pas... Tu vois, pour moi, quand il dit ça, il est aussi en train de projeter autre chose sur l'argent qui est... En fait, tout l'argent que t'as en plus qui pourrait te servir pour ta pomme et finalement profiter de cette vie qui est courte, hein, parce qu'en fait vraiment à la fin on meurt. Non mais vraiment, et ça peut être tout à l'heure quand on sort toi et moi, quoi, tu vois. C'est aussi de se dire cette existence là, moi en fait j'ai aussi envie de profiter de cet argent là que j'ai gagné. Et en fait je suis pas obligé parce que il y a un côté, c'est comme c'est sale et que j'en ai en trop. Il faut que je m'en serve pour faire des trucs bien, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et ok, trop bien, mais pas que. Enfin, tu vois, c'est pas obligé. Alors après, je comprends que pour que toi ça te parle parce qu'en fait, comme t'as une projection sur l'argent qui est l'argent, c'est pour tout, c'est tous des salauds, etc. Peut-être que c'est une bonne transition pour toi, tu vois, de te dire non mais en vrai cet argent-là, je peux aussi après l'utiliser de plein de façons positives, mais tu peux aussi l'utiliser pour ta pomme. Ouais, alors ça, pour kiffer. Ça c'est très compliqué pour moi. Ouais. Et tu vois, il y a pas longtemps. Moi, j'ai une psy en ce moment qui m'a dit que j'avais un problème d'estime de moi, tu vois. Et lorsque... J'aime bien ta tête. Et c'est marrant parce que quand elle m'a dit ça, j'étais là, ah bon, vous pensez? Moi, je vous crois parce que c'est vous la pro, quoi. Mais tu vois, j'étais là, genre, bon.
Je sais pas, moi ça me parle pas trop cette histoire. Et puis il y a pas longtemps. Elle a le droit de te dire des trucs de merde et tu lui envoies pas chier, quoi, tu vois. Ouais, je t'ai envoyé chier. Ouais, dis donc, tes questions, elles font chier. J'ai pas dit ça. Ok, donc pardon, ça m'a fait trop rire. Tu lui dis pas, dis donc, avec tes trucs à la con là. Non, t'écoutes, c'est sympa. Non, mais du coup, elle m'a dit ça et je me suis dit, bon, je sais pas, je vais le garder dans un coin de ma tête, même si pour le coup ça résonne pas trop. Et il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je dépensais de l'argent pour moi, mais tu vois, l'argent que je dépense pour moi, en général, je le dépense pour ma santé. J'ai aucun problème à dépenser beaucoup d'argent, typiquement pour aller voir une psy ou pour bien manger ou, je sais pas, faire du sport, tout ça, quoi. Ça, pour moi, il y a pas de problème. Et du coup, je me disais, bah non, moi, j'ai pas de problème, puisque je prends soin de moi, donc j'ai pas de problème avec mon argent. Et puis, bon, bah là, voilà, on est en période de Noël, faut faire des cadeaux. Enfin, il faut. Si on a envie, on fait des cadeaux. Il faut. D'être obligé. Et moi, j'ai pas grand monde à qui faire des cadeaux. Et du coup, je me disais, bah là, tu vois, je sais pas. En l'occurrence, si mon copain, j'ai envie de lui offrir un truc qui coûte très cher, bah, y a pas de problème. Et tu vois, sur le coup, je me disais, ah bon? Et puis après, très très vite, je me suis dit, bah oui, c'est bon. Même, je sais pas si lui faire un très beau cadeau, y a pas de problème, quoi. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, là, tu vois, cette année, je me suis inscrite à la céramique. Et en fait, c'est... Tu fais des petits pots, ouais. des petites tasses. Et alors, le fun fact, c'est qu'en fait, ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Et ça coûte très cher de faire de la céramique. Et du coup, je le faisais pas parce que, voilà, ça coûtait très cher. Et je me suis rendu compte cette année que c'était possiblement payé par mon CPF. Ok. Et du coup, tu vois, j'ai appelé le gars, il m'a dit, bah, c'est 450 €. Et vous passez par le CPF, bah, c'est le double, c'est 800. Et sur le coup, je me suis dit, bah, dis donc, il exagère. Et puis, moi, j'avais 2000 €, tu vois, sur mon CPF. Et je me suis dit, bah non, enfin, 800 €, il double son prix comme ça, juste parce que c'est le CPF. Et en fait, tu vois, ça me faisait chier de dépenser 800 € de CPF. Et ça a été dur pour moi de me dire, mais en fait, c'est pas du vrai argent, quoi. Enfin, du coup, je peux le dépenser parce que c'est pas à moi, c'est pas cet argent à moi, quoi. Okay. Et j'ai fini par le dépenser, mais je crois que je l'ai fait parce que c'était du CPF, tu vois. Si j'avais dû sortir 450 € de ma poche, tu l'aurais pas fait. Ça aurait été très très compliqué de le faire. Et je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. Et quand j'ai dit ça à ma psy, elle me disait un indice sur votre écran. Vous avez compris ou pas? Et en fait, ouais, j'ai beaucoup de mal à dépenser de l'argent pour moi si j'estime que ça ne me... qu'entre guillemets, ça ne m'apporte rien, si ce n'est du plaisir. Et... si ce n'est du plaisir. Oui, c'est ça, c'est genre, ce n'est pas assez, tu sais. Oh là là, si ce n'est du plaisir. Ouais. En fait, tu vois, je vois l'intérêt utile d'investir dans ma santé. Je ne vois pas l'intérêt utile d'investir dans mon plaisir. Tu vois, ça me fait culpabiliser, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on en revient à Sandra Sandro. Je pense que je t'ai écrit ça aussi dans mon mail. Pendant très longtemps, je n'investissais pas dans ma boîte, pour le coup. Ce qui fait que, peu ou prou, mon chiffre d'affaires déduit des charges et des cotisations, des impôts, c'était mon salaire. Et là, il y a encore une fois très peu de temps où je me suis dit, mais en fait, il faut que j'investisse en moi. Donc, j'investis en... Alors, c'est pas vrai, je n'investis pas en moi, en tout cas dans ma tête. Dans les faits, si, j'investis en moi. Mais pour que ça marche, pour que ça passe... Dans ta tête. Dans ma tête, il faut que j'investisse dans mon entreprise. Comment j'ai fait ce tour de passe-passe dans ma tête? Je me suis dit, je n'investis pas en Sandra, j'investis en Sandro. Et tu vois, c'est pour ça maintenant que c'est vachement plus facile pour moi, parce que je me suis créé un compte d'entreprise, et je me suis dit, en fait, tout ce qui est dépenses relatives à l'entreprise, donc formation, peu importe, je peux le payer, ça ne me dérange plus de le payer, parce que c'est la boîte qui paye. Incroyable, hein? Voilà, c'est mon petit tour de passe-passe. Écoute, je suis au même point. C'est vrai? De travail sur dépenser de l'argent personnel, plutôt que de dépenser de l'argent de la boîte. J'ai aucun problème à dépenser de l'argent de la boîte. Il y a un peu un côté, c'est de l'argent illimité, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est très cool. Là où l'argent perso, c'est vachement plus dur, et ça fait 6 mois que je bosse là-dessus. C'est trop intéressant, hein. C'est un vrai chemin génial à faire. Et donc, t'as dépensé, finalement, oui, donc t'as payé ta céramique, c'est ça? Ouais, du coup, je suis passée avec mon CPF. T'es passée avec ton CPF. Ouais. Écoute, je peux te proposer un petit challenge. C'est que la prochaine fois que tu vois un truc comme ça, que ça gratte, et que tu vois que ça gratte chez toi,
tu te dis non mais c'est canon, je vais le dépenser avec mon argent perso et je vais me faire plaisir. Ouais. Et de le ressentir, tu vois, et de te dire putain, je suis en train d'investir dans mon kiff et c'est trop bien. Ouais. Et puis tu vois, quand j'en parlais avec ma psy, elle me disait bah là vous allez du coup débloquer un budget et vous allez vous faire plaisir pour vous quoi. Elle me disait, est super ta psy. Elle me disait vous allez faire une liste comme les enfants à Noël, une liste des choses qui vous feraient plaisir. Et moi je me disais bah tiens je pourrais partir en week-end, faire un resto. Elle me fait non, ça marche pas parce que vous allez le faire avec quelqu'un. Elle me fait non c'est que des choses pour vous. Toi. Ouais c'est ça. Et du coup bah c'est pas facile quoi. Bravo, et en fait c'est ça qui est incroyable et tu vois. En fait, je crois que c'est à peu près à ce moment-là où je me suis rendu compte que vraiment j'avais un problème avec l'argent. C'est que je me disais, mais en fait, j'ai de l'argent qui s'accumule sur mes comptes en banque. Parce que même si j'ai un peu ce statut de pauvre, parce que tu vois, je payais pas d'impôts, j'étais éligible à quasiment toutes les aides, bah du coup, effectivement, j'ai de l'argent sur mes comptes en banque dont je ne sais pas quoi faire. Et ça, pour le coup, je sais combien que... d'argent Si je compte avec l'argent de l'entreprise, parce que j'ai... Non, ton argent perso. J'ai 35 000 euros. Ah bah, trop bien, Mazel Tov. Ouais, mais je sais Pourquoi faire C'est là, quoi. Ouais, c'est ça, pourquoi faire bah, tu veux je dire sais de pas. ces 35 000 balles, tu t'es jamais dit, ok, 450 balles pour la céramique, let's go, quoi. Non. Non, parce que je me disais, c'est cher quand même. Hein. C'est ton but, c'est ton trésor. Faut pas que tu y touches. Bah, c'est un peu ton butin. Bah, je crois, ouais. Je crois que c'est un peu ça. Faut surtout pas y toucher. Ouais. Et tu sais d'où ça me vient ça. Alors là, moi, je le sais très bien pour le coup. J'ai commencé à travailler très tôt. Parce que, bah voilà, je me faisais chier l'été. Et mon père m'a dit, bah, va travailler. J'ai gagné donc mes premiers salaires à 16 ans. Et mon père m'a dit, je te le mets sur un compte en banque, ça servira pour plus tard. Ça servira quand on aura besoin. En fait, il m'a dit ça, cette phrase. Quand on aura besoin, tu auras cet argent. Ce qui fait qu'en fait, moi, je travaillais de mes 16 à 19, 20 ans, tous les étés, et j'ai jamais touché à cet argent, tu vois. Et en fait, j'avais toujours cette question de, bah, en fait, c'est quand j'en ai besoin. Parce que du coup, après, j'ai eu ma bourse, et puis j'ai fait en sorte que ça comble mes besoins. Donc en fait, j'ai eu cet argent qui s'est accumulé, et quand je te dis que j'ai 35 000 euros, c'est vraiment genre de l'argent que j'économise depuis mes 16 ans, tu vois. Ok, bah c'est le moment. C'est maintenant que t'en as besoin. Mais pour faire quoi ? Aller faire de la céramique, aller faire du saut en parachute, aller faire... T'as écouté l'épisode avec Maxime et son kart ou pas ? Ah non. Ah si, je crois. Voilà. Bah c'est ça, c'est quoi tes plaisirs ? Elle a raison ta psy. Bah tu vas aller taper dans ces 35 000 euros là. Ouais. Et tu vas aller découvrir ce que c'est que de dépenser de l'argent pour le plaisir, et c'est incroyable. Et en fait, tu vois, je te parlais tout à l'heure de t'ouvrir à l'abondance. Ça veut rien dire dans l'absolu. Tu vois, il y a un truc un peu mystique autour de ça. En fait, c'est des petits pas qui font que, bah, en fait, déjà, t'ouvrir à ton propre plaisir, je trouve. Bah, en fait, tu vois, c'est ce que me disait ma psy aussi. C'est que j'ai aussi une sorte de plafond de verre dans les dépenses que je m'autorise. Bah oui. C'est que tu vois, typiquement, je sais pas, je vais m'acheter des livres, j'adore m'acheter des livres. Bah c'est ok, c'est pas un problème parce que ça fait moins de 50 euros. Et puis après, quand je vais m'acheter des fringues, je vais dire, bon, en dessous de 100 euros, quoi. Ou alors, allez, en dessous de 150 maxi. Et tu vois, j'ai toujours un truc comme ça, une barrière. Et donc, du coup, quand la céramique, c'était 450, j'ai pas pensé au fait que ça me ferait extrêmement kiffer. Je me suis juste dit, 450, c'est trop. Okay. De base, c'est trop, quoi. Trop intéressant. Donc ça veut dire que la prochaine fois en fait, il faut que tu passes ton temps à faire péter tes plafonds de verre. Ouais. Et tu vois, enfin, quand j'y pense aujourd'hui, parce que je suis ultra contente de faire de la céramique tous les jeudis. Enfin, il y a vraiment aucun moment où j'y suis allée à reculons. Enfin, j'ai jamais regretté. Mais par contre, si demain tu me disais, est-ce que tu remets 450 euros dans la céramique, bah ce serait quand même pas facile, quoi. Oui, mais tu le ferais. J'espère que je le ferais, ouais. T'es pas sûr ? Je pense que je le ferais, mais que ça me coûterait quand même, quoi. Ouais, très bien. Et donc l'étape d'après, c'est que tu le feras et que tu te diras, putain, énorme kiff. Ouais. Vrai, non ? Très bien. Bon, il y a le vrai sujet après, c'est comment tu fais pour devenir riche sans devenir une saloperie de bourgeoise, quoi. Et ça, c'est l'identification. Tu vois, autant tu disais, je me suis toujours identifié à être pauvre. En fait, t'es aussi en train d'identifier tous les riches à des salauds de bourgeois. Ouais. Et en fait, ça veut dire quoi, riche en plus ? Fondamentalement. Oui.
Mais en plus, tu vois, je sais que pour le coup, ce seuil-là de richesse, il a reculé chez moi avec les années, quoi. Mais ça veut dire quoi? Quoi donc? Bah pour toi, être riche, c'est quoi? Alors, tu vois, de plus en plus, j'essaie de me convaincre que, On y est en fait, toujours. je suis déjà riche. Parce qu'en fait, j'ai cette chance incroyable, pour le coup, de gérer mon emploi du temps et d'être globalement ultra chill dans ma vie, tu vois. Je travaille 4 jours par semaine parce que cette année, j'ai décidé de passer à la semaine de 4 jours. Incroyable. Et je gagne toujours autant d'argent. Tu vois, je me suis pas baissée pour autant. Il y a des fois où je me dis, bah tiens, je pourrais m'augmenter. Bon, là, j'ai choisi de pas le faire parce que je me suis dit que c'est peut-être un peu trop tôt. Mais tu vois, je pourrais le faire. Là, tu vois, on est vendredi. Normalement, le vendredi, je travaille. Bon, bah voilà, aujourd'hui, je travaille pas. J'ai décidé de partir en vacances bientôt. Enfin, tu vois, pour le coup, j'ai cette liberté incroyable où je suis... pour le coup, je suis un patron très sympa, quoi, tu vois, avec moi. Et, Waouh, tu te dis... Ouais, je me dis ça. C'est choquant, ça. Bah, c'est un peu schizophrène, non? Ah ouais, non, mais mon rapport au travail, je sais que c'est une pathologie, la schizophrénie, mais il y a un peu un côté double personnalité, là. Ouais, mais j'essaye de me dire ça. En fait, c'est plus facile pour moi de voir les choses comme ça. Mais parce qu'en fait, enfin, désolé de paraphraser ta psy, mais juste, tu t'empêches de te faire plaisir toi-même à toi-même. Ouais. T'es obligé de trouver quelqu'un d'autre qui te dit, non, mais toi, voilà, c'est sympa. Ok. Sandra Sandro, quoi. Voilà, c'est ça. On y Sandra revient Sandro. toujours. Et c'est Sandro qui est sympa avec Sandra. C'est ça. Waouh. Ouais, c'est exactement ça. T'as écouté l'épisode avec Sébastien qui a vendu sa boîte extrêmement cher, plusieurs millions d'euros, et qui passe son temps à justement différencier l'argent de la boîte et son argent à lui. Il veut pas toucher à son capital, machin. Bah franchement, je suis triste aujourd'hui de pas avoir Sébastien aujourd'hui, genre 2 ans plus tard après, parce que je suis bien meilleur dans mes interviews et parce que et d'ailleurs j'en profite pour sortir le truc, c'est que je vais sans doute reprendre mes vieux épisodes, mes tout premiers épisodes sur Twitch, et de les commenter en direct par rapport à ce que je sais aujourd'hui. Donc je vous le dis là comme ça, je vous mettrai un lien dans ma chaîne Twitch. C'est un truc que je voudrais faire toutes les semaines. Parce que je sens qu'il m'était en plein là-dedans. Ah ouais, c'est clair. Mais tu vois, pour moi, j'ai quand même l'impression d'avoir progressé parce que ce truc de différenciation de mon argent propre et de mon argent de la boîte, ça me permet quand même de dépenser de l'argent aujourd'hui, ce que je faisais pas avant. Ok. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, là, lundi prochain, je suis en formation, une formation que j'ai payée. Bah, du coup, je l'ai payée en me disant, bah, c'est de l'investissement en Sandro. Ouais. J'investis dans ma boîte. Ce qu'avant, je n'aurais pas fait, quoi. Parce que je me serais dit, c'est un capital que je fais grandir. Encore une fois, c'est ma petite tirelire, je mets mes petites pièces dedans et je suis contente de voir qu'elles s'accumulent. Trop bien. Donc, c'est un peu schizophrénique, mais c'est quand même... C'est ça. Ouais. Ça se sent que t'es vraiment en chemin, quoi. Ça se sent que t'es en chemin et ça se sent que petit à petit, bah, tu vas finir par adopter la saloperie de bourgeoise en toi et de t'ouvrir à l'abondance et de devenir riche, quoi. Ouais, mais j'espère. Et de te faire juger par tous tes potes parce que tu seras super riche, ou alors d'avoir peur de leur montrer que t'as de l'argent. Ouais. Et tu sais qu'en plus, là, mon cheminement, il est tel que, en fait, je me disais jusqu'à présent que j'évoluais dans un microcosme très ouvert, de personnes woke, très sympas. De toute façon, c'est des artistes de gauche, tu vois, donc ils pouvaient être que très bien. Bah oui. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'on était quand même dans un cercle ultra fermé, où, tu vois, il y avait pas grand monde de différents de nous qui rentraient. Et donc là, moi, j'ai rencontré un garçon il y a quelques temps. On s'est rencontrés sur Tinder, tu vois, genre jamais dans ma vie, on aurait pu se rencontrer ailleurs que sur Tinder, en fait. Parce que lui, pour le coup, il est ingénieur. Il vient de Versailles. Et je me rappelle, quand on se parlait sur Tinder, il me disait qu'il venait de Versailles, qu'il faisait du golf. Genre, moi, tous les voyants se sont allumés pour me dire c'est un salaud de bourgeois, tu vois. Et je crois qu'au début, c'est un peu ce que je lui ai dit, tu vois, sur le ton de la rigolade. Wow. Et tu vois, quand j'en ai parlé à certains de mes amis, j'ai aussi senti ce truc que moi, j'avais eu de prime abord avec lui, de me dire, ah ouais, donc du coup, en fait, il est forcément pas sympa, quoi. Et maintenant, bon, on est ensemble, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Mazel tov. Ouais. Et alors, tu vas faire du golf aussi ou pas? Alors non, ça c'est encore, pour moi, c'est encore un red flag. Incroyable. J'ai Mais très par hâte, contre... j'ai très hâte, franchement,
Va faire du golf avec lui, tu m'envoies une photo, s'il te plaît. J'ai trop hâte. Et t'es là avec ton petit... T'as l'accoutrement, j'espère, hein, le jour où tu vas faire du golf, vraiment. Et tu vas accepter ton inner salope de bourgeoise, quoi, tu vois, à l'intérieur de toi. Et te dire, ok, aujourd'hui, je vais faire du golf avec mon chéri, c'est super. Il continue à faire du golf. Il fait toujours du golf. Ouais. Trop bien. Tu t'es rendu compte que c'était finalement juste qu'un sport? Ouais. Mais tu vois, en fait, de le fréquenter lui, pour le coup, bah, lui, c'est pareil, il vit aussi dans un milieu, pour le coup, c'est très catho de droite, quoi. Ah bah oui, alors là, tu fais de grand écart. Pas mal. Et en fait, c'est pareil d'évoluer parmi ses potes. Je me dis, bon, oui, il y en a certains avec lesquels on partage pas grand-chose, mais par contre, ça reste des gens sympas, quoi. Incroyable. Ouais. Comme quoi, c'est possible. Les gens de droite sont sympas, finalement. Putain, Alors, c'est pas fou. tous. Pas tous, mais bon, Mais tout y en comme a à qui gauche, il y a des cons aussi, hein, Ouais, c'est clair. si je puis me permettre. Mhm. Il y en a, hein. Mais voilà, du coup, ça me... Bravo. En fait, ce garçon participe à aussi De mon dépasser les chemin, frontières. quoi. Voilà. Incroyable. Mhm. Donc, je fais pas encore d'équitation, mais Putain. je traîne de plus en plus à Versailles maintenant. Incroyable. Franchement, j'espère vraiment que tu m'enverras une photo le jour où tu fais du golf. Va faire du golf. Franchement, va t'ouvrir au golf. Attends, mais déjà, quand je fais du ski, je me dis, oh là là, du ski... Tu n'attends que ça, de gagner plus d'argent. Bah ouais, Tu ne rêves que de ça. Le jour où tu décideras de l'accepter, et d'accepter la partie de toi qui rêve d'avoir de l'argent et d'en gagner beaucoup, bah ça sera un vrai grand pas vers l'entrepreneuriat. Ouais. Mais tu vois, rien que là, quand je t'écoute, je me dis, bah oui, il a raison. Et puis, il y a quand même une partie de moi qui se dit, mais c'est sale quand même, quoi. Oui, bah... Tu veux qu'on fasse un petit accompagnement, là, juste après? Comme ça, je mets en bonus, si tu veux. Ouais. Ok? On va faire ça, alors. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je mettrai tous les liens vers ton site. N'hésitez pas à aller suivre Sandro, donc, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, bah, si vous voulez la faire travailler, n'hésitez pas. Hein, parce que, dis donc... J'ai envie de gagner plein d'argent. On a bien compris. Merci, Sandro, en tout cas. Insupportable, cette fille qui veut gagner plein d'argent. Insupportable, vraiment. Merci, en tout cas. C'était trop cool. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.